Donc une personnalité complexe, évidemment, et puis qui a, en quelques années, ça fait quand même pas mal, hein, parce que l'apparition en tant qu'acteur, c'est 88, et 10 ans après, le premier film. Hein. C'est à peu près ça Ne réveillez pas le film qui dort. Ouais, le cinéma, c'est 88. C'est 88. J'avais deux répliques. Ouais, deux répliques, maintenant on est dans une carrière qui a déjà globalement 30 ans, une carrière polymorphe qui a 30 ans. Acteur, réalisateur, auteur bien sûr. Et il est quand même assez facile de voir, s'il n'est pas toujours facile pour commun des mortels qui aiment le cinéma de reconnaître un style, on reconnaît quand même des obsessions, une thématique et une patte Olivier Marchal au cinéma. On l'aime ou on l'aime pas, il est, de mon point de vue, ce cinéma, on l'aime pas forcément. Vous pouvez aimer le bonhomme qui passe au cinéma, ou le contraire. Oui, non, mais la question du public, non. Il faut que je fasse ma part, le public ce sera après. Hein, je donnerai le top départ au public. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, moi de cinéphile, a réinvesti une veine importante du cinéma, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, qui est le cinéma plus généralement que policier, flic et voyou, je dirais, et qu'il a essayé de le transformer avec une connaissance particulière, qui est la connaissance du flic qui a été une connaissance de l'intérieur. Et je pense notamment un élément fort, là je me rapproche un peu d'un type comme Martin Scorsese aux États-Unis, reprendre la violence pour ce qu'elle est, c'est quelque chose de laid, de rapide et de fulgurant. Et puis déromantiser un petit peu les personnages de flics ou de voyous, qui est quelque chose de difficile à faire. On peut peut-être un peu parler de ça, mais avant moi je voudrais lui poser une question sur le début, sur Marchal enfant ou adolescent. Olivier Marchal, il veut être Alain Delon, Jean-Pierre Melville ou le samouraï? Il est trop intelligent, j'ai rien compris ce qu'il a dit depuis le début. Merci pour ça, c'est magnifique ce que tu dis. Non, je pense que Olivier Marchal, il veut être Jean Gabin. Au départ, voilà. Moi, j'étais tout petit, j'avais 13 ans, et à l'époque, je lisais Première, Ciné-Revue, toutes les revues de cinéma. J'avais une cabane en bois où j'étais avec mon petit chat qui s'appelait Zébulon. Le mec qui devient très chiant dans la conversation. Et je m'enfermais, j'avais toutes les photos d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo, de Jean Gabin, de Montserrat. Et dans Première, il y avait, comme on l'avait à l'époque, on disait vous pouvez écrire à Jean Gabin, c'est son anniversaire. Et j'avais écrit une lettre de 5-6 pages à Jean Gabin, en lui disant tout l'amour que j'avais pour lui. Il ne m'a jamais répondu, évidemment. Mais Jean Gabin, moi, c'était le papa. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais être Jean Gabin, et je n'y arrive pas. C'est-à-dire, j'aimerais avoir une casquette, ce que j'ai, mais c'est pas la même, les lunettes fumées, être gros, aimer la bouffe, les copains, la picole, le cinoche. Et c'était mon exemple, c'est-à-dire, c'est le mec qui ressemble à mon père, c'est le mec qui ressemble à mes oncles, et c'est le mec à qui j'avais envie de ressembler en exemple de cinéma. Donc voilà, j'ai répondu, je ne suis pas arrivé, malheureusement je ne l'ai pas rencontré, j'ai rencontré Yves Ventura, j'ai tourné avec Delon, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, j'en ai rencontré des vieux de la vieille, quelques-uns, j'ai tourné avec Rochefort, j'ai rencontré Philippe Noiret, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces vieux de la vieille qui nous manquent cruellement aujourd'hui. Et Fanny, pas comme ça. T'as tourné avec eux, toi. Non, on les a effleurés. Et c'est-à-dire que j'ai eu envie de ressembler à un cinéma qui pour moi n'existe plus. Et j'ai eu envie de refaire ce cinéma-là avec mon cinéma. Voilà. C'est-à-dire de rendre hommage à ces gens. Et Jean-Pierre Melville étant évidemment mon maître, Dieu sait, si je ne me compare pas à lui, je n'ai pas le talent de Jean-Pierre Melville, mais Melville m'a accompagné pendant toutes mes années d'adolescence et de jeunesse. C'est quand même une grosse différence. Hein. Enfin, il me semble que le cinéma incarné par Jean Gabin, le cinéma français, qui a été longtemps un cinéma en noir et blanc, hein, oui. C'est un cinéma très français, c'est-à-dire très bavard, oui. Pour lequel on doit donner aux acteurs du grain à moudre. Plus ils font des phrases, plus il y a des mots d'auteur, plus c'est long. Melville, c'est l'arrivée du silence quand même. Et de l'espace, oui, c'est autre chose. Oui, mais moi je pense que j'ai essayé de créer un cinéma qui est
une alliance des deux. C'est-à-dire, moi je suis un grand fan de dialogue, moi je peux passer des heures à dialoguer les séquences de mes films. J'espère qu'on me reconnaît comme étant un dialoguiste. Et après, j'aime la narration des films Melville. Après, c'est compliqué de parler de ça. Non, mais c'est intéressant parce que là encore, sur les dialogues, et c'était dit, je crois, dans le documentaire qu'on vient de voir, c'est plutôt des choses qui pètent, c'est court, c'est incisif, ça ne ralentit jamais l'action. Non, c'est-à-dire le dialogue doit évidemment porter. C'est-à-dire un film, c'est-à-dire on rentre dans une voiture, un film, on monte, le début du film, on monte dans une voiture de qualité, on met la clé, et après on part, et on amène les gens avec nous. C'est-à-dire que donc tout doit être bien fait, c'est-à-dire c'est comme ça que je conçois un film. Après on aime ou on n'aime pas le cinéma, tu l'as dit Jean-François, après moi j'ai grandi avec, je lisais les bouquins de Frédéric Dard, San Antonio, j'avais 12 ans, je ne comprenais pas tout, mais ça me faisait rigoler. C'est-à-dire, quand San Antonio écrivait « Je m'en tamponne les abdomens avec un fer à friser », voilà, moi j'avais 12 ans, ça me faisait rigoler. Quand j'entendais Maurice Biraud dans un taxi autoroute qui disait « Moi je lance pas reculons, je laisse ça au lot et les yeux grisent », voilà, ça me faisait rigoler, c'était le parler que je rêvais de connaître ces gens-là. Après, je suis arrivé flic à 20 ans, à Paris, dans un Paris où on allait encore faire des pots, à Belleville, on allait dans les bars à pute à Pigalle. Moi, j'ai bossé avec des flics qui étaient des petits Parisiens, des Corses, des Marseillais, et ils parlaient comme tous les gens que j'avais admirés dans le cinéma. Et donc je me suis beaucoup imprégné du langage de mes papas de police. C'est son retour de groupe. La nouvelle placard à la grande tôle comme l'élastique du slip d'une starlette pendant une panne d'électricité. C'est le début de Santo, la première fois. Et moi j'ai croisé Frédéric Dard, la place est beau, j'ai jamais osé aller le voir parce que j'avais trop respect pour lui, mais c'est quelqu'un que je regrette de. Oui. J'ai pas été. Alors, dans ma première question, il y avait aussi la notion de la concomitance de trois passions. Passion pour les personnages, passion pour le jeu d'acteur, qui passera par le théâtre, par les cours de théâtre, mais aussi le cinéma, donc. Et puis la passion de la mise en scène. On a vu là, Olivier Marchal, c'est un gourmand de la mise en scène, et en disant que la mise en scène lui ouvre des appétits et lui permet d'être le patron et de manger tout le gâteau, pratiquement, c'est comme ça que ça voulait dire. J'adore cet acteur, d'ailleurs, qui fait partie de la famille maintenant. Oui, Patrick Catalifo. Et moi, j'aimerais savoir justement comment ces passions ont vécu ensemble et se sont juxtaposées, ou est-ce que, par exemple, la mise en scène, t'as un peu éloigné de ton travail d'acteur ou pas, ou est-ce que... Et puis, une question qui est un petit peu subsidiaire, mais t'as toutes les casquettes, mais t'es pas producteur. Donc, savoir pourquoi tu ne passes pas le pas de producteur, c'est une autre question, ça. J'ai essayé, puis j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, c'est bien comme réponse, ça va. Donc, en fait, j'aime bien que les gens mettent de l'argent sur un film, et je ne mettrai jamais mon argent à moi sur un film, parce qu'on ne sait jamais. Après, moi je suis devenu acteur, ça a été un hasard, c'est-à-dire, moi j'ai fait du théâtre de la 4e à la terminale. Ça m'a aidé à me supporter parce que j'étais un enfant très, très mal dans ma peau. Et j'étais chez les curés, donc je faisais les spectacles de fin d'année, tout ça. Et donc après, je ne me voyais pas dire à mon père, qui était ouvrier pâtissier, avec qui je bossais, qui rêvait que je reprenne la pâtisserie. Je disais, papa, je vais monter à Paris, je vais faire acteur. Donc l'autre, pour lui, c'était un métier de PD, là, c'était, moi je viens d'un milieu paysan, pardon de parler crûment, mais c'était comme ça. Et donc, j'ai fait vite parce que je voulais ressembler à Alain Delon, à Jean-Paul Belmondo, je voulais ressembler à tous ces mecs-là. Et je me suis retrouvé flic. Les hasards de la vie ont fait que j'ai travaillé la section antiterroriste avec Simon Miquel, que vous avez vu. C'est Simon Miquel c'est le monsieur qui est en chemisette à carreaux, là, qui parle de moi.
qui a été mon grand frère, et pendant qu'on planquait sur Action Directe, à l'époque, il écrivait les ripos. Parce que lui, c'était un flic un peu hors norme, il avait une boîte de nuit, il avait monté avec des Turcs, bon, c'était un flic un peu ripou, bon, mais à l'époque c'était tolérable. Et donc il a écrit des ripoux, et on était en train de planquer sur Action Directe, et il nous lisait les dialogues des ripoux, et nous on se foutait de sa gueule, évidemment, on disait bon. Et il se trouve que les ripoux, ils ont fait 9 millions d'entrées, qu'il est devenu scénariste, et qu'après il m'a amené sur les tournages de Fly avec Richard Bouranger, j'ai rencontré Philippe Noiret grâce à lui, et tout ça, et j'ai rencontré dans les soirées une actrice avec qui j'ai vécu pendant 1 an, et qui m'a dit si tu essayes pas de vivre ton rêve, tu vas le regretter toute ta vie. Donc c'est un peu long ce que je raconte, mais voilà, c'est mon parcours. Donc j'ai passé l'audition pour le conservatoire du 10e, j'ai été pris. Vous avez vu mon prof de théâtre, le vieux monsieur qui parle de moi, qui a été mon papa de théâtre, que quand il parle de moi comme fils putatif, c'est la plus belle chose qu'on ait pu dire de moi. Parce que moi, il faut savoir que je le dis pour ceux qui veulent faire ce métier, c'est-à-dire que j'ai passé une audition au cours Simon, je suis tombé sur une espèce de mégère horrible qui m'a vu sur scène et qui m'a humilié devant tout le monde, et qui m'a dit vous n'avez pas de physique, pas de voix, vous n'avez rien, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Donc moi j'ai pleuré pendant 2 ans après, j'avais une vieille coccinelle, j'ai mis 2 ans à me représenter un cours de théâtre, et j'y suis arrivé grâce à cette rencontre avec cette fille avec qui j'ai vécu, et grâce à ce professeur de théâtre qui a été mon papa. Je suis son fils putatif, mais lui c'est mon papa de théâtre, voilà, qui m'a donné toute sa confiance, tout son amour, et qui m'a permis de croire en moi. C'est important quand on fait ce métier. Il y a tellement de gens qui vous humilient parce que les premiers castings, vous savez, moi je vous raconte, mes premiers castings, on veut tout faire. Moi j'ai fait la super glue, donc j'étais collé au plafond, voilà, donc pour rigoler, mais c'est vrai. Donc là on est quand même, on essaie de faire son métier d'acteur, on est collé au plafond, on passe pour des cons. J'ai fait la pub dans l'Opilo, j'ai fait Casanova pour les matins. Un truc débile, et j'ai fait une pub pour les motards où j'étais tout nu avec un casque intégral. On disait quand l'assurance vous a tout pris, il vous reste, bon, j'avais le casque intégral, donc je faisais les castings à poil devant tout le monde. Donc c'est horrible parce que c'est-à-dire on passe tous par là, on passe tous par l'humiliation. Quand je fais des masterclass dans les cours de théâtre, je dis il faut supporter l'humiliation, il faut être très patient. Donc, je voudrais appuyer quand même la question de la police, parce qu'on parle des vocations artistiques, il y a eu quand même une vraie vocation pour la police. Est-ce que c'était une vraie vocation ou une vocation qui a été déçue à l'usage, ou qui a sur quel usage, ou est-ce que c'était une fausse route? Non, c'était une vraie vocation. Quand j'étais en 6e, quand j'avais 12 ans, je disais, plus tard, vous voulez faire quoi? Je disais, je vais être policier. Donc je voulais être flic, vraiment, parce que je voulais ressembler à Alain Delon, quoi. Je voulais ressembler à Serpico, j'avais la fiche de Serpico dans ma chambre, Al Pacino, avec... même quand j'ai commencé flic, j'ai acheté un motel comme lui, j'avais les cheveux longs, j'avais la stache mou, j'avais le bonnet, j'avais le diamant dans l'oreille, j'avais tout comme lui. Et après, je me suis rendu compte que voilà, le métier de flic, c'était pas le cinoche, évidemment. Et les hasards de la vie ont fait que voilà, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai rencontré des gens de cinéma, je suis allé sur les tournages, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et après j'ai travaillé. Mais je pense que j'aurais pas fait cette carrière d'acteur si j'avais pas fait mon métier de policier avant, quoi. Ça m'a... Et l'auteur et metteur en scène, encore plus évident. Oui, j'ai toujours écrit. J'ai écrit, dès que je suis rentré dans la police, j'écrivais des nouvelles. J'écrivais parce que je me suis retrouvé à 21 ans, j'ai fait mon premier cadavre, j'avais 21 ans. Donc c'était un règlement de compte à une aire d'autoroute à Survilliers, je me rappelle toujours. Et moi j'ai vu la guerre des polices avec Claude Brasseur, donc le commissaire Puche. Et Claude Brasseur avait un 3/4 en cuir sublime dans le film.
Et j'avais fait pendant 5-6 mois, j'avais essayé de trouver le même 3/4 en cuir de Claude Brasseur. Je voulais le même que lui. Et donc j'ai fini par le trouver aux Galeries Lafayette. Et comme je n'avais pas d'oseille, je l'ai pris à crédit le truc. J'avais une carte de flic, un salaire de flic, donc j'ai acheté la même veste que Claude Brasseur aux Galeries Lafayette. Donc j'ai pris un crédit à l'époque 6 ou 8 mois, je sais pas. Et donc j'étais hyper fier, j'avais mon 3/4. Et j'ai 21 ans, je sors de l'école de police, je suis à la brigade criminelle au service de Versailles. Et on m'appelle à 2h du matin, mon chef de groupe. Il m'a dit, bon, Olive, on y va. On a un Maccabée autoroute de Survilliers et tout machin. Bon, j'arrive. Il y a un mec qui s'était fait buter, il avait pris 3 assauts dans la tronche. Il était dans un urinoir, avec de la course partout et tout. Et mon chef de groupe me dit, écoute, il est propre. C'est toi qui vas le déshabiller, on va la mordre. Tu vas le déshabiller tout seul. Voilà. Celui-là, il est propre, ça veut dire qu'il n'est pas dégueulasse, il n'est pas pourri par les asticots, il est tout neuf. Ça veut dire qu'il s'est fait buter, ça fait 3 heures. Donc, on va à la mort, à Survilliers, chez ma veste de Claude Brasseur. Là, déjà, le commissaire Fuchs, il en prend un peu plein. Il se dit, merde, qu'est-ce que je fous ici? C'est pas Marlène Jobert à poil sous la douche. Hein. Et je suis à la mort de Survilliers, il est 3h du mat, et je suis en train de déshabiller le mec. Et là, je cherche les trous dans la tête, et j'ai le sang qui me gicle sur la veste, comme ça. Et là, je sais que ma passion pour ce métier de flic s'est éteinte ce jour-là. J'ai dit, parce que entre le cinoche et ce que c'est-à-dire qu'on a le mec à poil, on le met entièrement à poil, il avait 60 ans, le mec, c'était un trafiquant, donc je voyais son sexe, hein. Il est tout nu dans une morgue, et c'est-à-dire, j'ai écrit une nouvelle là-dessus d'ailleurs, c'est-à-dire que j'avais l'impression de violer l'intimité de ce mec que je ne connaissais pas, et je me suis dit, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est Alain Delon. Dans le battant, c'est Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville qui est suspendu à un hélicoptère, et c'est pas déshabiller un mec à 3h du mat dans une morgue à Survilliers. Et donc là, j'ai commencé à me détacher de tout ça. Donc après, j'ai fait, en 2-3 ans, j'ai fait une centaine de Maccabées, avec des morts très violentes. J'ai des morts d'enfants, j'ai des autopsies d'enfants. Pour vous dire, j'ai un doc aujourd'hui, il y a l'Institut médico-légal à Paris. Chaque fois que je passe devant l'Institut médico-légal pour prendre l'autoroute de l'Est, je retiens ma respiration 1 minute avant pour ne pas sentir les odeurs que je sentais avant quand je rentrais, pas sentir la mort. Ça m'arrive encore aujourd'hui, quand je suis en moto, en voiture, c'est un traumatisme profond. C'est-à-dire que la première fois que je suis rentré à l'Institut médico-légal, il y avait eu un incendie criminel, il y avait 80 Maccabées qui étaient entassés dans les couloirs, des femmes, des enfants. Ils n'avaient pas de place dans les frigos, ils avaient tout laissé dans les couloirs. Et moi, j'ai 21 ans. C'est la première fois que je vais. Et je découvre la mort, le charnier, quoi. Et là, je me dis, putain, un flic, si c'est ça, ça va pas le faire. Alors, on est tenté de te demander, évidemment, pourquoi la mort elle est si souvent convoquée dans ton cinéma, si elle t'a à ce point inquiété, pourquoi la représentation, c'est un exorcisme ou c'est une façon de s'en débarrasser? Non, c'est une façon de partager la douleur avec le public. Après, moi, on m'a reproché d'avoir fait une mer 73, d'avoir fait un film très noir. C'est une histoire que j'ai vécue. Une mer 73, pour moi, ça m'a fait basculer dans la parano, aujourd'hui encore. Hein. Enfin, j'ai 4 enfants, j'ai peur pour eux. J'ai participé à nous, on a fait l'affaire du premier serial killer en France. C'était l'affaire d'Ozor Laferrière que j'ai traitée dans MR 73. Voilà, ça m'a profondément meurtri. Tu sais, quand tu as 23 ans, moi je viens du bassin d'Arcachon, je jouais au rugby, c'était les filles, c'était les potes, c'était la rigolade, et tout d'un coup tu te retrouves tu te retrouves plongé dans un univers de noirceur absolue avec le premier serial killer qu'on a eu en France, avec Guy Georges, qui est arrivé après, mais nous on a fait le premier, quoi. Et moi j'ai fait le premier Enfant sauvage, et un gamin qui vivait dans un placard, qui est de piège de sa naissance, qu'on a trouvé à 12 ans, qui était enfermé dans un placard, il avait l'écule pour les chiens, il bouffait dans l'éculé pour chiens, c'était un couple de professeurs, tu vois, ils avaient un gamin de 12 ans, ils n'en voulaient pas, c'était le 3e enfant, ils n'en voulaient pas, il l'avait enfermé dans le placard, et donc le môme il a grandi dans une armoire,
il regardait ses frères et sœurs à travers la serrure. Mais moi j'ai 23 ans, quoi. Et je me dis, putain, c'est pas Alain Delon, c'est pas Belmondo, c'est pas Jean Gabin, c'est pas Ventura, c'est pas Clan des Siciliens. Moi je voulais le Clan des Siciliens, je voulais le romantisme, et là je suis en pleine, je suis dans toute cette déchéance humaine que je veux. Tu rencontres le mal. Ouais, je deviens chiant. Non, c'est trop long, excusez-moi. Non, mais c'est ton cinéma. On va aller voir des coups. Non, justement, on est au cœur du sujet. Ton cinéma, c'est le cinéma du bien et du mal. C'est toujours ça. Mais même déjà, en plus, il y a un premier thème qui arrive dans le film dans lequel tu joues, le premier. Si je ne me souviens pas, il n'y avait pas un flic qui dort, il y a deux flics. Il y en a un qui pense qu'un bon voyou est un voyou mort, et l'autre flic pense qu'un bon voyou est un voyou qui va aux assises. Ouais. C'était intéressant parce que c'est sur les questions d'habitude. Je m'en souviens. Je vais pas grave. Mais sur la question. T'imagines, c'est mon j'avais jamais tourné de même caméra. Quand on m'appelle pour ne réveillez pas un flic qui dort, je n'avais jamais tourné sur un plateau de cinéma. J'ai une journée de tournage, j'ai 2 répliques. Je me rappelle toujours, je suis en face d'un mec qui s'appelait Rémi Kirsch, super acteur qui est mort depuis, qui était à la Comédie Française. Et je lui dis, t'es sûr de ce qu'on va faire? Il me répond, ouais, ok, je te laisse. Voilà. C'est ma scène, hein. Donc je me lève avec mon plateau. Sauf que quand j'arrive sur le plateau, c'était à Boulogne-Billancourt dans les studios, la scène, j'ai Rémi Kirsch en face de moi, sauf qu'à côté, j'ai Michel Serrault qui est assis, avec une autre, et j'ai Alain Delon qui passe derrière moi, au même moment, avec Patrick Catalifo. Et donc j'ai 2 répliques à balancer. Je change de slip 28 fois, c'est-à-dire que je suis mort de trouille, et c'est-à-dire que pour moi c'est un souvenir énorme, mais en même temps, j'en ai pas profité, quoi. J'étais tellement transi de tout, donc je me rappelle pas de ce qui se disait dans le film. Moi je me rappelle juste de ma première journée de tournage avec Bénéro. Non, parce qu'il y a, c'est que Flic et voyou, c'est l'obsession qui traverse tout ton cinéma. Oui, avec 2 choses, c'est un peu une formule, mais moi si je devais résumer Olivier Marchal, je dirais c'est une certaine idée du cinéma au service d'une certaine idée de la police. C'est-à-dire que, comment on parle de ça? C'est une certaine idée au service du public, pas oui, de la police. Mais, parce que moi je fais des films pour le public. C'est-à-dire, moi je fais des films que moi j'ai envie de voir au cinéma. Voilà. Et donc, moi je pense au public, toujours. J'espère que je ne fais pas des films chiants, je fais des films noirs, je fais des séries noires, mais je suis toujours au service du public, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au public qui m'a apprécié au tout début, qui m'a aimé un peu plus, qui a continué à m'aimer, et qui aujourd'hui me soutient. Ouais. Voilà. Moi, mais c'est pas le souci je le dis sans flagornerie, c'est vrai, parce que moi je n'ai pas tout la carte, tu sais, moi je suis allé au César pour 36 Quai des Enfers, j'avais eu 8 nominations, j'en ai eu aucune, mais je m'en bats les couilles complets, sauf que je suis arrivé, je n'ai vu que du mépris, que de la haine, que de la jalousie, et je vais raconter un truc, j'avais dit à mes parents, papa, j'ai 8 nominations au César, j'espère que vous allez regarder. Mes parents, ils n'avaient pas Canal+. Donc, le jour où je vais au César, je mets un costume, évidemment, je m'habille bien, tout ça. Et ma mère m'appelle, elle me dit, tu sais, mon chéri, elle me fait, avec l'accent du Sud-Ouest, elle me dit, écoute, avec papa, on est allé chez les voisins qui ont Canal+, parce que nous, on l'a pas, on va te regarder. Et elle me dit cette phrase magnifique, elle me dit, tu sais papa, il a mis son costume et sa cravate. Moi ça m'a suffi, voilà, je charmais encore les larmes. Et je me suis tellement fait chier à cette soirée, où ce n'est que du mépris, que de la haine, que de la jalousie. À un moment donné, je me suis levé, je suis allé pisser, parce que j'en pouvais plus Et le seul bon souvenir des Césars, comme je dis, j'ai pissé à côté de Will Smith, qui était invité. Il est pissé à côté de moi et on a discuté pendant 10 minutes dans les chiottes. Il se faisait chier au moi. Et là, je dis voilà les Césars, voilà, j'ai pissé à côté de Will Smith, je suis venu, pissé à côté de Will Smith. Sur ce registre, les rapports avec la critique sont à la fois bons et pas bons, les rapports avec la critique en général. Non, mais la critique, la critique a pas.
Aujourd'hui, je ne les lis plus. Enfin, moi, j'ai des potes, il y a Gilles Béat, il y a Dominique Baron, c'est des réalisateurs que je respecte, qui sont des mecs avec qui j'ai fait des beaux films, qui ont pris plein la gueule aussi, ils savent de quoi je parle. Flaubert disait, on se fait critique, comment il disait, merde, on se fait critique quand, putain, je l'ai plus le truc. On se fait critique quand on n'est pas artiste, hein, comme on se fait mouchard quand on n'est pas soldat. Donc voilà, voilà. Après, évidemment, c'est violent. Mais moi, j'étais pote avec Georges Lepère, qui ont souffert de... Quand tu regardes les critiques des premiers films de Sergio Leone, tout le monde chie sur Sergio Leone. Pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs au monde. Quand tu lis les critiques de tous ces trous du cul là, qui ont fait les cahiers du cinéma, c'était dans le cinéma français d'aujourd'hui, il vit sur les cendres de la nouvelle vague. Et comme disait Michel Aucard, il disait la nouvelle vague, elle a juste la vague, elle n'a rien de nouveau. Voilà, c'est-à-dire que moi j'essaie de faire du cinéma, je me prends pas pour ce que je suis pas, je fais des films. Quand on me dit c'est quoi votre métier, je fais des films. Voilà, c'est tout. Je me prends pas pour un mec génial, je me prends pas. Moi j'ai eu la chance grâce à ce métier, j'ai rencontré Delon, j'ai rencontré Belmondo, j'ai rencontré Noiret, j'ai tourné avec Rochefort, j'ai tourné avec Dussolier, Depardieu, Auteuil, j'ai eu, Ami, Jovi, mes potes, c'est autre chose. Là, je parle de ça. J'ai rencontré Lydia Bourque, j'ai rencontré Bruce Willis, j'ai eu Ben Affleck qui a voulu faire un film avec moi. Moi, un petit flic de merde, petit-fils de pâtissier, j'ai vécu tout ça grâce au cinéma. Donc le cinéma, je veux juste te dire que c'était un rêve. Il y a Slimane qui est là-haut, lui qui vient aussi, le milieu. Voilà, on a la chance d'être là, Moussa Masri, mais on a la chance d'être des prolos. C'est juste où ce métier nous a ouvert toutes les portes. Et grâce au travail et un peu de talent, je pense qu'on a un petit peu de talent, j'ose le penser. Et voilà, c'est que du partage. Je parle du cinéma, c'est que du partage. C'est pas de la frime, c'est pas de la. Et le fait d'avoir créé, t'as créé une famille de cinéma. Autour de toi, il y a beaucoup de gens qui reviennent, que ce soit pour les musiques, que ce soit pour le montage, que ce soit pour... Oui, c'est toujours le même. Et c'était une évidence dès le départ de chercher à créer cette espèce d'environnement qui soit bien à toi, qui soit des gens de confiance. Non, mais c'est-à-dire le talent, si tant est qu'on en ait un petit peu, c'est qu'on l'a grâce aux autres aussi. Comme moi, quand je réalise des films, c'est grâce à mes acteurs. C'est grâce à ma monteuse, c'est grâce à mon chef opérateur, c'est grâce aux musiciens qui fait les... Voilà, donc je m'entends bien, j'ai une petite famille, je suis un artisan, voilà, je travaille. Mon père disait, mon père était pâtissier, il disait qu'il faut faire de la belle ouvrage. Donc j'espère faire de la belle ouvrage. Après, je me prends pas pour un mec qui a un génie fou. Moi, j'ai la chance que mes films marchent. Tant que ça marchera, le jour où ça ne marchera plus, je vais aller me coucher comme tout le monde. Et puis voilà. La passion est la même quand tu travailles pour la télévision et au cinéma? Bien sûr, mais c'est le même métier. On fait le même métier. Les contraintes étant un peu différentes peut-être. C'est-à-dire en télévision, on n'a pas le temps de s'apitoyer. Au cinéma, on a encore un petit peu de temps pour se prendre le jour. En télévision, il faut aller direct. Quand j'ai fait Braco la saison 1, j'avais 10 jours de tournage par épisode, j'ai pas le temps de me poser de questions, quoi. On y va, quoi. Succès énorme, succès. Oui, mais j'ai fait que des succès. Non, je rigole. Non, je plaisante. Non, mais après, mais moi, j'intellectualise pas le truc. Je fais du cinéma parce que pour moi, c'est animal, le cinoche. Moi, ça fait partie de moi, quoi. Je vis cinéma, je m'endors cinéma, je me lève cinéma. Comme disait un écrivain dont j'ai oublié le nom, il disait le cinéma et la littérature me débarrassaient du reste du monde. Moi, je me débarrasse du reste du monde grâce au cinéma. Donc, je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup de livres, et je ne suis pas dans la réalité. Le JT ne m'intéresse pas, les politiques me font chier. Et j'ai quitté la police à cause de ça. C'est-à-dire que j'ai quitté la police parce que j'étais
au centre des choses, comme disait Albert Camus. Voilà, et ça ne m'intéressait pas d'être au centre des choses. Je n'ai pas envie d'être dans la réalité, moi. J'ai juste envie que là, le partage qu'on a là ce soir, voilà, j'ai rencontré cette petite famille qui était à l'hôtel avec moi. On s'est vu à la piscine, ils sont là, ça me touche beaucoup. Merci d'être venus. J'espère que je ne vous pas trop chier, c'est des intellos. Voilà, c'est un historien, un physicien qui peut se cacher. Non, mais j'adore les rapports. Voilà, tous les amis qui sont là, et puis les gens qui sont là, ça me touche beaucoup. Que ces personnes soient là pour m'écouter, moi, je ne suis rien, moi. Tu parlais de ton rapport au réel, le réel il est important quand même, mais on a l'impression que c'est souvent du réel que tu parles, ou en tout cas de faits réels, pour créer de la fiction, c'est-à-dire pour faire un mix des deux. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu vas chercher dans l'existence systématiquement des grandes figures du banditisme ou des grandes figures de la police éventuellement, ou les deux. Mais non, parce que, en fait, l'histoire des Lyonnais, c'est... j'avais fait 36, quoi. Donc après 36, qui a été un carton, j'ai très mal vécu. J'ai fait Immersion de 13 derrière, qui a fait 1 million aussi d'entrées, mais qui a été très mal perçu par la critique, où on m'a traité de facho, de machin, un film... en disant la seule bonne nouvelle du film, c'est qu'Olivier Marchal se balade plus dans les rues de Paris avec son flingue. Tout ça parce que Daniel Auteuil tue le méchant à la fin. Donc j'ai très mal vécu et j'avais envie d'arrêter de faire des films après Immersion 13. Et donc, pour la petite anecdote, j'étais en train de marcher, je me dis je vais arrêter parce que ça me fait chier de me faire pourrir la vie comme ça. Ma mère... il y a eu un article dans Sud-Ouest qui pourrissait le film. Mes filles me disaient papa, c'est méchant ce qu'ils disent sur toi, machin. Donc je dis stop. Et j'ai un petit rebeu qui passait en mobilette, qui faisait Allo Pizza, là, et qui passe dans le Faubourg Poissonnière et qui me voit, qui fait un demi-tour. Il manque de se faire percuter, il remonte le trottoir et il me dit monsieur Marchal, putain, Immersion 13 et tout. Putain, la classe, mec, et tout, il fait tout, machin. Il m'a dit, je l'ai vu 7 fois. Et j'ai payé 7 fois ma place. Le petit rebeu, il a 22 piges, il livre des pizzas, et il m'a fait pleurer. Donc je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, à cause de ce petit-là, il faut que je continue. Donc, arrive, donc je cherche un sujet, et j'ai Roger de Nobel-Piste, Fanny a bien connu, et je crois. Qui me voit passer dans la rue et qui sort dans resto, il dit viens là, Bombay, chez mon pote Bonbon, il a écrit un bouquin, le seul qui peut faire le film c'est toi. Je dis bon, très bien. Donc, et moi je dis ok, je peux bien faire un film sur les Lyonnais. Moi, Maman Vidal, c'était une idole quand j'étais jeune flic, on l'appelait Maman les yeux bleus, quoi. C'était en 80, c'était le gang des Lyonnais, c'était un gang star, quoi. C'était les mecs que tout le monde voulait être comme eux, quoi. Mon c'était un playboy, c'était... Voilà, et donc, j'ai dit, ouais, je les rencontre. Donc, j'organise un dîner chez Gérard Depardieu, dans son restaurant. Et je dis au maître d'hôtel, je vous préviens, ce soir, je vous amène du monde, mais il va y avoir 150 ans de placard à table que je fais. Et donc, il y avait Maman Vidal, 15 ans de prison, Christo, qui en avait fait 33, il y avait Jean-Pierre Mardi-Rossian, 15 piges, il y avait Raymond Lapens qui en avait fait 17, Raymond Lapens, ça ne monte pas, hein. Et il y avait Franck Henry qui en avait fait 22 au braquage. Donc je leur ramène quand même 200 ans de prison à table. Et donc on fait un dîner surréaliste chez Gérard Depardieu, où les mecs ils font venir des putes, hein, qui les rejoignent, pardon les filles, les petites joujoux d'amour, pardon, donc des jeunes femmes de joie, des jeunes filles de joie, et on passe une soirée extraordinaire. Et Momon, on discute toute la soirée, il dit, avec son accent gitan, ça va le film, c'est moi, tu peux faire un film sur un... Et donc je descends à Lyon, donc j'ai passé quand même le test, c'est-à-dire il me reçoit chez lui à 15h, je me rappelle toujours, à 15h, il y a sa femme qui avait fait 3 ans de prison pour lui, il y a son fils, la femme de son fils, donc on commence au champagne à 15h, je suis à Lyon, 16h, 17h, champagne, 18h, pastis, 18h, 19h, 20h, là on n'a toujours pas mangé, hein.
couronné à 28 pastis, 200 coups de champagne. Je redis, ils m'ont moins fait. Bon, maintenant, on va aller chez mon copain qui tient le mari. Et on part, on descend chez un bar de gitans à Lyon. Il n'y avait que des mecs, hein, il n'y avait aucune nana dedans. Et là, le mec me fait, qu'est-ce qu'il boit, il fait, je dis, pastis comme vous, pastis, donc 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, pastis. Donc on en boit 240. Hein. Et donc là, je suis dans un état, et là, on m'a dit, maintenant, on va aller manger chez mon copain qui a une pizzeria. Pizzeria, rosé, pastis, 5h du mat, et le mec dit, on va quand même prendre un digestif, il me dit, pas de problème. Et là, je sors du truc, je suis dans un état, j'ai bu 800 litres de pastis, Armagnac, je suis rôti complet, je rentre au Carlton. Avant de rentrer au Carlton, il me fait, bon, ça m'a été de la famille, on va faire le film ensemble. Donc je passe le test de Momo Vidal. Et donc après, je me retrouve avec Momo Vidal, que je devais faire avec Alain Delon. Mon premier casting, c'était Delon, Giraudot, l'affiche était jolie. Hein. J'ai eu la chance de dîner avec les trois. Voilà. Je ne vais pas parler d'Alain Delon, bon Gilbert, qui a travaillé avec lui. Alain Delon qui n'est pas forcément un gentil, mais on n'est pas là pour balancer. Et j'ai été obligé de me séparer de lui, pour des raisons personnelles, parce que... Et donc c'est comme ça que je me retrouve avec Gérard. Donc j'ai appelé Gérard Romain, je lui ai dit, écoute Gérard, j'ai deux nouvelles. Une mauvaise, c'est qu'on vient de Londres. La bonne, c'est que c'est toi qui fais le rôle. Donc Gérard, il me dit, bah écoute, il est, pas de problème, je suis là, je suis au rendez-vous. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Gérard. Mais c'est une rencontre avec Momo Vidal, c'est-à-dire que ce qui était très émouvant, c'est que Momo, il avait écrit son bouquin à compte d'auteur. Donc il y avait 20 exemplaires pour que ses enfants, ses petits-enfants sachent qui il avait été, vraiment, avant de mourir. Et il y a une scène très jolie enfin très jolie. Il y a une scène où Momo il a été obligé de buter son meilleur pote, qui était passé au sac et qui avait essayé de le buter. Et Momo m'a dit, dans la vie, il me disait, j'ai été obligé de le tuer pour pas mourir. Donc j'ai passé des soirées comme ça avec ce mec-là, qui a aujourd'hui 80 ans. Et le jour où on tourne la scène, c'est François Levental qui fait son meilleur ami, où il le bute, il l'amène au cochon, il le donne au bouffe au cochon. Au moment où il était sur le tournage, il est parti pleurer. Et je l'ai rattrapé, je l'ai pris dans mes bras. C'est là où le cinéma, c'est génial, c'est que moi en tant qu'ancien flic, j'étais pas en moment, je l'ai pris dans mes bras et il m'a dit, tu comprends, c'est compliqué pour moi. J'ai dit, c'est pas grave, on a vécu des moments extraordinaires, c'est des petites anecdotes, mais voilà, pardon, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé. Hein. Dès que vous avez envie que ça s'arrête et rentrer chez vous, vous me le dites, vous levez le bras et moi j'arrête. Hein. Et à chaque fois, on peut y être jusqu'à 4h du matin, je vous le dis. Et à chaque fois, il y a une bonne raison comme ça d'aller puiser dans la réalité, ou quelquefois ça vient directement de toi. Oui, non mais bien sûr. Par exemple, l'affaire du téléphone, par exemple, qui avait déjà donné lieu à un film. Oui, non, mais le bar du téléphone, c'était un prétexte à Bronx, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Je me suis inspiré largement de tout ça. 36, c'est tiré d'une histoire vraie que j'ai vécue moi. J'ai mélangé, en fait, je mélange les histoires que j'ai connues, ce que les vieux m'ont raconté, ce que moi j'ai vécu. Là, il y a un qui est là, hein, tu sais de quoi je parle. On fait un petit mélange, on secoue, et on essaie de faire surtout du spectacle. Quoi. Moi, j'essaie de faire du spectacle pour que le public soit content. Quand je fais 36, personne ne croit au film. C'est en 2004. Voilà, moi, j'ai écrit ce film. Ça fait 15 ans que j'ai le pitch, parce que l'affaire de Dominique Loiseau, il a été à l'école de police avec moi. Le mec, j'apprends 2 ans plus tard qu'il a plongé. Il a pris 17 ans de bagarre pour braquage et tout ça. C'était mon pote, il était à côté de moi à l'école de police. Voilà. Je suis donc évidemment choqué, comme tout le monde pourrait l'être. Donc je décide de faire un film là-dessus. Et dans le cinéma français, les gens faisaient des paris en disant le film du flic, il va aller se coucher, ça va faire 3. Il y a des gens qui pariaient de l'argent, des producteurs, pour dire que ce métier est quand même
ce milieu est quand même terrible. Il y a des producteurs qui parient en disant l'autre il va faire 300 000 entrées, il va se coucher avec la carte vermeille du cinéma français. J'avais Auteuil et Depardieu qui, à l'époque, Auteuil était en chute libre, mais personne n'en voulait. Et Depardieu, c'était un mec que personne ne voulait plus. Donc, je vous raconterai un jour comment j'ai réussi à voir Gérard Depardieu. C'est quand même énorme parce que j'avais rendez-vous avec lui à 19h et je vais à son restaurant, donc j'arrive à 18h30, j'arrive un peu à l'avance, j'attends et je rentre et je dis au maître d'hôtel, je suis Olivier Marchal, j'ai rendez-vous avec Gérard Depardieu, il va arriver, vous inquiétez pas. Donc 19h, 19h30, 20h, 20h15, je suis dehors devant ma moto, le mec est toujours pas là. Donc je commence à m'énerver un peu, j'appelle les producteurs. Donc je dis écoutez, c'est bon les gars, Depardieu il n'a rien à foutre de ma gueule, il est pas là, ça fait 1h30 que j'attends. Il me dit attends Olivier, il faut que tu attendes parce que si on n'a pas Depardieu, on fait pas de film. J'attends, 21h, 21h15, ma mère m'appelle. Important. Et donc, elle me dit, alors ça va, chérie, t'es où, tu fais quoi? On parle un peu, je lui dis, écoute, maman, je suis devant le restaurant de Depardieu, ça fait 2 ans que j'attends, et là, elle a cette phrase magique, elle me dit, écoute, c'est pas poli, va-t'en. Donc je raccroche, je vous jure que tout ça est vrai. Et je rentre dans le restaurant, et je dis au maître d'hôtel, ciao. Et là, le mec me fait, et là, le gros GG, il était là depuis 2 heures. Il avait, je me rappelle toujours, il avait les cheveux longs blancs, il était bronzé, il faisait 90 kilos à l'époque, il n'était pas gros comme aujourd'hui. Il avait son pantalon en lin blanc, chemise en lin bleu ciel, et il me fait « Oh, allez, viens ma poule, allez, mets-toi au comptoir ». Et là, je passe une nuit avec Gérard Depardieu, qui attendait de voir comment j'allais réagir. On a bu, je pense, 12 bouteilles de vin blanc, 5-6 bouteilles de rouge. En fait, je pense qu'on a bu, il m'a fait la bouffe, on a parlé de Jean Carmé, on a parlé de Patrick Devers, on a parlé de Bertrand Blier, on a parlé de sa maman, on a parlé de ses soeurs, on a parlé de mes parents. On a fini en cuisine à 5h du mat, complètement défoncé. Et ce personnage s'appelait Klein, il m'a pris dans les bras, et à 5h du mat, il m'a fait « T'inquiète pas ma poule, je vais te le faire ton plein ». Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai chopé les gens. Ça veut dire que dans l'histoire... À chaque fois, il faut picoler. Non, mais... ce que je veux dire, Jean-François, c'est que l'histoire des films, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé de faire le remake de Clan des Siciliens, avec, que tout le monde a vu, je pense, Delon, Ventura, Gamin. Et moi, j'ai dîné avec Jacques Héry-Strauss, qui avait 28 ans quand il a produit le film. C'est-à-dire, il faut savoir que le mec, il a 28 ans, il produit, il a Delon, Gamin, Ventura. Il a les 3 pointures du cinéma français. Et Delon était lié par Universal ou la Columbia, je ne sais pas quoi, pour faire 3 films. Et Delon fait 2 films, et il reçoit le scénario du Clan des Siciliens, il trouve le scénario, il dit c'est le plus mauvais scénario qu'on m'a envoyé de ma vie. Non mais tout ça est vrai. Hein. Et le mec a 28 piges. Et il dit à Delon, mais monsieur Delon, vous êtes obligé de faire le film parce que c'est Universal, et l'autre l'envoie chier évidemment. Et donc, il commence le tournage. Tout ça est vrai. Hein. Il commence le tournage, et Delon, pas de réponse. C'est-à-dire qu'ils enclenchent le film, ils ont comme Gabin et Ventura qui tournent, il y a du lourd, et l'autre, il donne aucune réponse. L'autre, il a 28 piges, c'est son premier film, il est comme ça quand même. Hein. Il dit, putain, si le Delon il vient pas, je suis mort. Et donc il commence le tournage, il dit putain on n'a toujours pas de nouvelles d'Alain. Et donc Gabin lui fait écoute, vous savez quoi, je vais l'appeler. Et Gabin appelle Delon, il lui donne un rendez-vous. Delon arrive en avion, et Jacques Héry-Strauss, il a 28 ans, il dit bon je vais quand même lui parler. Et Gabin lui fait je m'occupe du petit, il fait. Et là il me dit je vois Gabin qui a la casquette, les lunettes fumées. L'autre, il avait un jet privé, il descend avec ses lunettes noires, et il me dit, j'ai Delon, et Gamin, il parle pendant un quart d'heure. Et Gamin, il me dit, ronflé. Ça se voit, il me dit. Ça se voit, il me dit, je le vois à travers les vitres. L'autre, le vieux, il lui met une ronflée à Delon. Et l'autre, il a été au taquet, et c'est un de ses plus gros succès. Donc, je disais ça parce que les films se font
c'est beaucoup de chance. Je sais pas comment dire, si je vous raconte l'histoire de 36, ça n'aurait jamais existé. Au départ, c'était Vincent Lindon et Jean-Pierre Bacri qui étaient prévus. Donc Lindon, je le vois, c'est le premier qui est le scénario. Et Lindon, il m'a dit, je veux pas faire le méchant, je veux faire le gentil. Et moi, je dis à Vincent, je dis non, moi, tu vois, le méchant et le gentil, je vais le proposer à Jean-Pierre Bacri en contre-emploi. J'envoie le film à Bacri, qui donne aucune réponse. Et donc, du coup, je dis, bon, on va le faire passer à Daniel Auteuil. Moi, je suis en train de tourner un téléfilm à la con, je suis acteur, je fais une espèce de merde pour M6, là, où je suis acteur sur un truc pour manger. Et j'appelle Daniel Auteuil, je dis, voilà, Daniel, voilà, je vous ai envoyé le scénario pour le rôle du méchant. Et Daniel me dit ok, machin, je dis je suis ok, puis il me dit je suis ok. Et en même temps, je dis, et Daniel qui est malin, il me fait, en même temps j'ai lu, mais j'aimerais bien faire le rôle du gentil. Et je lui dis, ouais mais bon, il faut savoir que Daniel, je l'ai aussi envoyé à Jean-Pierre Bacri. Et là Daniel me dit, écoute, tu sais quoi, tu sauras ce que tu veux faire, tu me rappelles. Il m'a raccroché. Putain, je suis là sur le tournage, je dis, je reviens sur le tournage, je dis, putain les gars, ça démarre mal. Machin. Entre-temps, Bacri refuse, et Daniel m'avait laissé un message où il s'est excusé de m'avoir parlé comme ça, parce que c'est un grand monsieur. Et c'est comme ça, en fait, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les films tiennent à très peu de choses. C'est une rencontre. Après, quand je vois Daniel, on déjeune au restaurant, on s'est mis à midi à table, on est parti à 18h. On a parlé de nos parents, on a parlé de tout sauf de cinéma, comme avec Gérard Depardieu. On l'envoie, c'est un pote à moi, donc c'est différent. Mais voilà, les films se font sur l'humain, surtout. Très attaché à ce film. En fait, j'ai fait 6 longs métrages et 2 séries. Et en fait, c'est mon film préféré, c'est un téléfilm pour France TV, c'est celui-là. Si on devait me dire quel film vous préférez avoir fait, c'est celui-là. Et j'avais vu une interview de Robert Duval, grand acteur qui a joué dans Le Parrain, dans Apocalypse Now et tout ça. Et ce qui m'avait touché, c'est qu'on lui dit quel était votre rôle préféré. Il avait dit c'était un téléfilm de 2 fois 90 minutes pour HBO où il faisait un flic, un shérif. C'était un téléfilm. Donc la télé, pour moi, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'on peut faire des belles choses à la télé. Nous, on a tourné en 35 mm, on a tourné en Super Scope, on a fait ce film qui a eu des prix partout et qui raconte vraiment l'histoire de Michel Néret, de son adjoint, qui sont des amis, et avec la maman de mes enfants qui joue, que je trouve magnifique dedans. Pour moi, c'est son plus grand rôle et je suis content en tout cas très bien filmé. De lui avoir offert son plus grand rôle. Voilà, c'est tout. C'est un très beau film, et si j'ai choisi celui-là, d'abord je l'aime beaucoup aussi, mais d'abord c'est un téléfilm, et c'est aussi peut-être que il se prête particulièrement à la télévision, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de gros plans, il est un peu plus lent, on est plus dans le huis clos, on est plus dans quelque chose de psychologique, qui prend son temps, qui monte comme ça doucement, qui va bien le format télé. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un des films les moins rapides en termes de montage, sauf les flashbacks qui rejoignent à ce moment-là de l'action, des agents d'action. Non, mais c'était un huis clos. Après, c'est mon pote, parce que c'est inspiré de Michel Néret, qui était mon ami, quand il a été arrêté comme le plus vulgaire des voyous, alors que c'était un grand patron de la police. Et son adjoint, Christophe Gavard, avec qui je suis en train de coécrire mon prochain film. Voilà, c'est aussi le cinéma sert aussi à comment dire, José Giovanni, quand il fait 2 hommes dans la ville, il parle de la peine de mort, il parle de lui, il parle de ses amis. Quand Slimane il joue dans Un prophète, je pense qu'il y a aussi les films qu'il a fait. Lui, c'est quand même un grand acteur. Ou Joff, ou Fanny, on est au service aussi d'histoires qui sont censées sensibiliser le public, je pense, pour plein de choses. Et Borderline, moi, c'était vital pour moi de faire ce film. Et malheureusement, le cinéma n'a pas voulu, et c'est la télévision qui l'a pris. Le film, il a fait 8,5 millions de spectateurs, ça a été un carton,
et grâce à la télévision. Moi, je voulais parler de l'époque de Michel Héret. Je trouve que c'est une injustice absolue. Et on a fait un débat derrière avec France TV. Il y a eu des flics. Enfin, on s'en fout. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est mon film préféré. De tout ce que j'ai fait, c'est mon film préféré. Voilà. On veut des flics propres pour un pays qui veut être propre. Oui, peut-être. Non, mais il y a des phrases dans le film qui sont drôles. Il y a une citation que j'aime beaucoup aussi, en gros, l'indique, ça se paye pas avec un billet de 500 balles, quoi. Le mec, si tu donnes du gros, il faut donner du gros. Non, mais bien sûr. Et là, ça retrouve aussi le sens du dialogue, un peu efficace, rapide. Ouais, parce que je connais bien la partie. Après, j'ai aucun mérite. Je connais bien le truc. Après, si on me demandait d'écrire sur les urgences ou voilà, il faudrait que je fasse un travail. Mais dans les flics, je connais par cœur. Les flics et les voyous, je connais bien. Voilà. Donc c'est facile pour moi. Comment tu as pensé la question de la représentation de la violence dans ton cinéma? Parce qu'elle est quand même au cœur de ton cinéma. Après, moi, quand je regarde CNews et BFM et tout, la violence, elle est du matin au soir. Donc, moi, je ne fais que. J'essaie de la magnifier, quoi, c'est tout. J'essaie de la fantasmer. C'est-à-dire que moi, j'adore aussi le théâtre de Shakespeare. J'espère d'amener un côté shakespearien dans les œuvres que je fais. La violence, telle que je la filme, c'est pas la vraie violence. Elle est fantasmée. Après, quand je fais Bronx et que le flic il bute ses deux enfants, il bute sa femme, il bute ses deux enfants, il se suicide lui. Moi, c'est une affaire que j'ai faite. Donc après, Netflix m'a demandé, il faudrait couper. J'avais une séquence, j'avais un plan où il ouvrait la porte, on voyait les deux petits en pyjama qui levaient la tête. J'avais un contre-champ sur le mec qui levait le fusil et on voyait rien. Parce que je suis pas là pour... Et Netflix m'a demandé d'enlever le plan sur la porte qui s'ouvrait sur les enfants. Je peux comprendre ça, donc je l'ai fait. Mais moi, c'est une violence que, encore une fois, que j'ai connue. Voilà, moi j'ai fait. Voilà, encore une fois, j'avais 22 ans, c'était un soir de Noël. Voilà, ça s'est inspiré d'un mec qui avait tué son chien, sa femme, ses deux mômes, et il s'était fait sauter la gueule au fusil à pompe. Et c'était au Vésiné, je me rappelle, et j'ai passé toute la nuit de Noël à faire les constatations avec les deux petits qui étaient en pyjama, qui avaient la cervelle éclatée, ils les avaient tués à bout portant, au fusil à pompe, il y en avait partout. Et je me rappelle toujours les tapisseries dans la chambre des enfants, c'était Mickey et Minnie, et il y avait Donald, tout ça. Et donc j'ai relativisé le monde de Disney par rapport à ça, et j'ai dit Noël ne sera plus jamais Noël pour moi. Et c'est vrai que chaque Noël, je pense à cette famille, parce que j'ai passé 12 ans dans cette maison, on est sortis à 8h du matin, et c'était horrible, l'odeur du sang, les gamins ils étaient tout petits, ils avaient 4 ans, ils étaient en position, en fœtus, comme ça ils les avaient tués en plein sommeil, et pour moi c'était horrible. Donc la violence que je montre, elle n'est pas du tout comparable à la vraie violence. Donc moi, quand on me juge là-dessus, je dis écoutez, vous savez pas de quoi vous parlez. Moi j'ai vu, je sais. Maintenant je le fais au cinéma parce que ça existe. Et c'est comme ça. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. C'était cool. J'ai compris toute la salle ce soir. Mais on comprend un peu mieux quand la conteuse, quand d'autres personnes évoquent tes démons et non, bien sûr. Les combats qu'il y a en toi. Non, mais si tu veux, tu vois, après, quand tu fais des autopsies d'enfants, tu sais, quand tu choisis le métier de policier, c'est encore une fois, on rejoint le cinéma. Tu veux ressembler à Belmondo, suspendu à l'hélicoptère, dans Peur sur la ville, tu veux être le commissaire Letellier, tac tac, badaboum, je suis le commissaire Letellier, machin. Sauf que tu te retrouves à la morgue en train de faire un gamin de 18 mois qui s'est fait sodomiser par son beau-père, et t'as les intestins qui sortent par l'anus et tout, et on te dit de tout noter, et là tu te dis putain la vie, t'as pas encore fait d'enfant, c'est-à-dire j'avais pas encore fait d'enfant, et moi chaque fois j'ai un enfant qui est sorti, j'en ai fait 4, et chaque fois j'ai un enfant qui est sorti
du ventre de leur maman. Je revois toujours ces gamins où j'ai assisté à toute l'autopsie. Et chaque fois, j'ai vu cet enfant. Voilà, pardon. Mais donc, mon cinéma, on peut me critiquer, on peut dire me chier dessus, faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu le genre humain qui est le genre qui est le plus... comment dire ? Non, pardon. Voilà. Merci. Et voilà, moi je m'en suis sorti, mais moi je fais des films, j'ai besoin de partager. Quand je parle de tout ça, pardon, il y a des petites filles qui m'écoutent et tout, je suis désolé, mais j'ai besoin de partager ça avec mon cinéma. C'est tout. Après, on aime, on n'aime pas, mais la vie, elle est là. Après, ceux qui me jugent, ils me jugent, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai vu des flics pleurer, j'ai vu des flics vomir, j'ai vu des flics... Encore une fois, je te dis, quand je passe devant l'IML, je retiens ma respiration pour pas sentir les odeurs, tellement ça m'a traumatisé. Voilà, c'est des trucs qui restent à vie. Après, je fais le cinoche que je fais, et puis j'essaie de fantasmer. Qui est un beau cinéma. Pour moi, après c'est violent, évidemment c'est violent, c'est noir, mais la vie elle est noire, elle est violente. Voilà. Ah, oui, il y en a deux. Là. Non, pas lui, pas lui. Alors je dis, écoute, mon bébé, je suis très touché, c'est quoi ? Écoute, j'ai pensé, déjà la série s'appelle Braco, et je vais t'écrire un rôle pour toi. Alors je dis, écoute, c'est sympa. Mais le rôle que je vais t'écrire, c'est un bon rôle d'enculé. Et je dis, oui, c'est une belle enflure, et je pense qu'à partir de là, plus personne t'aimera. Et alors, il y a deux choses. Il m'a écrit un très beau rôle. Et plus personne t'aime. Et voilà. Et maintenant, je vais me prendre avec tout ce que tu viens de raconter. J'ai bien pause. Non. Et tu m'as fait un très joli personnage. Et au moins... Pardon ? Qu'est-ce qu'on dit, là ? Non, mais voilà. Ça, c'est Olivier. C'est-à-dire que lorsqu'il promet quelque chose, il le tient. Et puis bon, voilà quoi, c'est-à-dire que quand on joue au théâtre ensemble, tous les soirs il est là, il ne se moque pas du public, il aime particulièrement le public. Je veux dire, c'est un compagnon de route que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aimeraient avoir tous les jours avec. Voilà. Pas de doute. Si. Que pensez-vous du Joker ? Parce que le Joker, j'ai l'impression que ça change, casser un paradigme. Maintenant, dans certains films américains, dans les films de super-héros, c'est le salopard qui devient le héros. Ouais. Et quand on voit la fascination des jeunes générations sur les salopards, tout le monde s'extasie, mais ça je le voyais dans le film déjà. Je le voyais dans d'autres films, où tout d'un coup, le salopard prend toute la lumière. Et ça, il faut un sacré talent derrière. Oh, c'est gentil. Allez-y, moi je suis pas gentil. Je suis corse. Oh merde, je savais. Non, mais Joker, les grands voyous ont toujours existé. Mon Vidal, par exemple, il m'a raconté, il a été en cavale pendant 4-5 ans. C'est les femmes qui l'ont aidé. Moi, elle venait sur le tournage j'avais une maîtresse qui venait par semaine. Elle me dit, moi j'ai hébergé mon monde. Elle me dit, et en fait, le monde me dit, j'ai fait l'amour avec elle. L'autre qui m'a raconté, en fait, il avait toutes ses maîtresses qui venaient sur le tournage. Et alors qu'il était marié, mais mon homme, il était beau gosse. Et en fait, c'est les femmes qui l'ont protégé. Et sa femme, elle a fait 3 ans de prison pour lui. C'est-à-dire qu'elle prenait les voitures, elle faisait des gros filoches, elle me dit, je parle. C'est-à-dire que c'était des gros voyous à l'époque. C'était bon. Donc il y a toujours la fascination de voyous. Après, moi, la recette, je sais pas, je les aime autant que les flics, quoi. C'est-à-dire que, comme disait un copain, un flic, c'est un voyou qui aurait tourné le coup. Donc, c'est une belle définition. C'est-à-dire que flic et voyou, ne me contredira pas, on est... moi, je racontais cette anecdote où j'avais 27 ans, je suis chef de permanence à la nuit, et là-bas, c'est un mec qui a 50 ans, qui est un braqueur, un gros braqueur, qui a un vol d'arrêt international, il part pour 15 km. Il le sème, il fait 1m60, il est tout petit, il est en t-shirt, il a un pantalon Adidas,
les petites moustaches, j'avais refait. Mais il a 50 ans, j'avais 27. Donc, moi, je le prends dans mon boulot. Mon père est international, c'est une grosse voiture, gros braqueur. Il s'est serré sur un contrôle à la con. Et le mec, il est là en face de moi. Donc, moi, je le vois. Hein. Je dis, monsieur, je vais vous demander votre identité. Il me regarde, il me fait, qu'est-ce que tu branles ici, toi? Je lui dis, je suis officier de police judiciaire, t'as pas eu le conduit. Il fait, qu'est-ce que tu branles ici? Je lui dis, pardon, sinon je commence à me justifier. Quoi. Et là, le mec me dit, mais t'as pas eu le conduit, tu sais quoi, ton bébé, tu vas te mettre dans le cul, et j'ai rien à me dire, de toute façon, il n'y a rien à voir. Je dis, tant mieux, je te dirai rien. Moi, je dis, ouais, monsieur, je lui dis, monsieur, je dis, monsieur, je sais bien, pardon, excusez-moi, machin, et on a passé toute la nuit à discuter. On a passé jusqu'à 5h du matin, et le mec, il a vu une pizzeria, il m'a filé la carte, il me dit, tiens, je pars pour 15 000, si tu veux vous faire une pizza, tu iras chez ma femme, et tu diras qu'on s'est vu tous les deux, on a passé la nuit ensemble. J'ai gardé un souvenir de ce mec-là, énorme, donc la fascination de voyou, elle est, moi c'est ces voyous là dont je parle, il y en a plus, il sait de quoi je parle. Après, je ne sais pas si j'ai une recette au niveau Marchand, c'est que j'aime les deux. Quoi. Voilà. Je dis ça parce que j'aime autant le voyou que les flics. Quoi. Voilà, c'est parce qu'on se ressemble beaucoup et que le cinéma, c'est un milieu où voilà, il y a les acteurs, il y a les voyous, il y a les flics, il y a les boxeurs, il y a le sport, le cinéma, la voyoucratie et la police. C'est une milieu où on se rejoint tous parce que c'est la nuit. Et au même c'est un milieu de Lascar, quoi. C'est un peu macho ce que je dis, mais c'est un milieu d'argouille. C'est une bien ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est que, donc voilà, j'ai pas de recette, mais je les aime autant que les filles. Je sais pas si j'ai répondu. Bonjour, et je les lance. Il y a un truc à faire sur la maison, c'est à toi de le faire. Je vous propose de rester sur ce dernier mot. Voilà. Un milieu enfants s'endorment. Un milieu bien reconnu. On va rester là. Merci. Merci. Merci à vous.